Noël arrive à grands pas et pour nous mettre dans l'esprit des fêtes, le Chœur Tremblant prépare son concert de Noël. Le concert va avoir lieu cette année le dimanche 1er décembre à 16 h à l'église de Saint-Jovite. On nous promet un programme réjouissant avec des airs connus et quelque chose de différent aussi. Alors, les billets sont de 50 $ pour les VIP, 25 $ pour une place générale et à noter que les moins de 18 ans, c'est entrée libre. Les billets s'achètent à Amster l'apostrophe plus sur la rue de Saint-Jovite et donc on vous invite à venir découvrir comment maintenant on prépare ce concert-là. Pour que ça coûte plus que ça, il faut que vous comptiez, quitte à mettre des barres verticales à l'occasion. Je reçois M. Louis Babin, qui est le directeur musical du Chœur Tremblant et où on prépare le concert de Noël de cette année. Bonjour Daniel. Et bienvenue. Alors, dites-moi, rappelez-moi la date, etc. Du concert. Ça, c'est une très bonne question parce que je me suis trompé la dernière fois. C'est le 1er décembre, dimanche. Le 1er, je crois que c'est le 1er. Ça devrait être ça. Et c'est à 4 h l'après-midi. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va entendre? J'aime bien mêler le répertoire classique avec le répertoire populaire. Alors, il va y avoir un peu de tout. Mais on a des grosses pièces. On a du Rutter, on a l'Adagio de Barber, l'Agnus Dei, qui dans le fond avait été écrit pour cordes au départ. Grosse pièce. Mais on a aussi des chants comme Les Anges dans nos campagnes, ou encore l'Alléluia de Leonard Cohen, ou encore Le Petit Roi. Étant donné que Jean-Pierre Ferland nous a quittés dernièrement, on s'est dit on va faire un petit clin d'œil à Jean-Pierre avec Le Petit Roi. On est quand même quelques semaines avant le concert. Un concert-là se prépare longuement. Décrivez-moi un peu le processus de préparation pour un concert de Noël. Oh, ça commence, je dirais, en janvier-février, parce que là, on regarde c'est quoi le répertoire qui serait intéressant. Une fois que le répertoire est choisi, moi, j'ai du travail à faire pour qu'on fasse la production de ce qu'on appelle les MP3, le format MP3, des enregistrements qui sont faits pour chacun des pupitres individuels. Comme tout doit être prêt pour la rentrée aux répétitions à la mi-août, ça veut dire que pendant l'été, moi, je ne chôme pas. C'est un travail à temps plein, être chef de chœur. Alors, on prépare les MP3, on a la rentrée avec les choristes, puis on a les répétitions régulières, plus quelques répétitions comme aujourd'hui, le samedi matin, qu'on appelle des intensives, qui nous permettent de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les pièces et puis de tout préparer. Donc, les répétitions vont commencer quoi, au mois d'août, au mois de septembre, pour un concert de décembre? Ici, on commence à la mi-août, étant donné que le concert est au début de décembre. On veut avoir assez de semaines pour ça. Il faut ajouter à ça les musiciens. Alors moi, je répète avec les musiciens, mais je fais aussi les orchestrations pour tout ce beau monde-là. Ce qui veut dire que la toute dernière répétition qu'on va avoir, les musiciens vont se joindre à l'ensemble et moi, j'aurai répété avec les musiciens seuls quelques jours auparavant pour mettre tout ça ensemble. C'est un gros projet, c'est bien le fun. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à être entendu? Le soir du concert. Vraiment? Juste ça? Non, on le sait quand même un petit peu avant, mais il y a toujours du travail, du peaufinement à faire. Et puis, souvent, quand tu fais une pièce, si tu as la chance de la refaire quelques années après, tu vas encore un petit peu plus loin à l'intérieur de cette pièce-là. Fait que c'est toujours comme on dit en anglais, un work in progress. Il y a toujours un travail à faire, éventuellement. Vous êtes un directeur de chœur. En fait, je pense que vous dirigez plus qu'une chorale.
Oui, j'en dirige 3 au Cœur du Nord à Val-David et les chanteurs de la Place Bourget à Joliette. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut pour diriger une chorale? Quelle sorte d'aptitude, de connaissance? C'est sûr que d'être un musicien, ça aide. Avoir de la lecture, travailler beaucoup son audition intérieure, comprendre c'est quoi l'analyse harmonique, mélodique, comprendre le sens musical, comment amener un groupe, puis là, ce sont des qualités qui sont extérieures aux simples connaissances musicales, parce que quand tu mènes un groupe, il faut que tu le mènes pour leur donner confiance. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une progression et de comprendre, bien, c'est des chœurs amateurs. Fait on ne peut pas avoir les mêmes, je dirais, les mêmes exigences, mais surtout la même approche qu'on aurait. Par exemple, si je travaille avec un groupe de professionnels, je ne travaillerais pas tout à fait de la même façon parce que lorsqu'on est chef de chœur, on est aussi professeur. On fait beaucoup de pédagogie. On leur montre c'est quoi la musique, on leur explique certains éléments. Sinon, ce serait chacun pour soi. Est-ce que vous êtes capable d'entendre une seule voix qui est fausse ou qui n'est pas sur la bonne note dans un groupe comme ça? Non, j'en entends plusieurs. Comment on fait pour corriger quelqu'un ou quelques individus qui ne sont pas tout à fait là où vous voulez qu'ils soient? Avec beaucoup de diplomatie. Et puis, quelque part en chemin aussi, c'est de jamais... Moi, je m'attaque jamais à une personne. Si je parle à un pupitre, je parle à l'ensemble des sopranos, l'ensemble des altos. Mais j'essaie de ne jamais pointer une personne en particulier. C'est pas des chanteurs professionnels. Puis même des chanteurs professionnels, tu veux avoir un certain respect pour l'expérience qu'ils ont. Ici, l'expérience qu'ils ont, c'est tout le temps auquel ils s'appliquent à la maison pour travailler, se préparer. Puis je dois dire que mon monde travaille très fort à la maison. Ils arrivent préparés. Fait que tu pars avec le principe qu'ils font du mieux de leur connaissance. Puis toi, tu t'organises pour les emmener ailleurs, puis les faire progresser. Donc vraiment, ils doivent arriver préparés à une répétition. Oui, il n'y a pas de lecture à vue. De toute façon, ils ne pourraient pas faire de lecture à vue. Alors, c'est pour ça qu'on prépare des enregistrements pour chacun des pupitres, pour qu'ils puissent se familiariser et apprendre leur partie. Le gros challenge, c'est vraiment quand tout le monde est ensemble, puis que toutes les voix qui ont chacun leur ligne s'entremêlent, puis de faire un tout. C'est ça le challenge. Pour les gens qui connaissent pas beaucoup de la musique, pouvez-vous expliquer c'est quoi des pupitres? Alors, les pupitres, c'est certainement pas une table. Les pupitres, c'est les différentes divisions qu'on a dans une chorale en termes de voix. Alors, les sopranos, les altos, les ténors, les basses. Et en plus, tu as des pièces où, à l'intérieur des sopranos, tu vas avoir ce qu'on appelle des divisies. Ça veut dire qu'il y a 2 lignes différentes à chanter, mais à l'intérieur du même pupitre des sopranos. Alors, on va avoir les sopranos 1, les sopranos 2, et c'est la même chose pour chacun des 3 autres pupitres. Comment on fait pour choisir les choristes? Parce que je crois qu'il faut passer une audition. Oui. Bon, quand on passe des auditions, ça fait toujours peur. Et je comprends. Puis on s'organise pour mettre le monde à l'aise lorsqu'on fait des auditions. Mais moi, ce que je recherche, c'est 3 éléments. Est-ce qu'on chante juste? Est-ce qu'on a de l'oreille? Puis est-ce qu'on a un peu de mémoire? C'est les éléments de base. Si quelqu'un n'est pas capable de reproduire une note que je viens de jouer au piano, puis me la chanter correctement, peut-être qu'avec du travail, j'arriverai à le faire. Sauf qu'on a tellement de pièces à travailler, le rythme est tellement élevé que je ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là en partant. Et avec les qualités voulues, qu'est-ce qui fait que quelqu'un serait un bon choriste? Travail à la maison. Attention pendant les répétitions, puis implication auprès du groupe. Je pense que c'est les éléments essentiels. Est-ce qu'il y a des pièces, des chansons qui résonnent, qui sont plus beaux, plus belles chantées par un groupe? Tout est beau. Toute musique va avoir son public. Puis l'important là-dedans, c'est que la musique, si elle est
bien écrite, si elle est intelligente, si elle parle au cœur, puis je parle du cœur ici, si elle parle de quelque chose qui va mener à au-delà de simplement faire de la musique, bien, dans ce temps-là, ça va être bon, qu'importe. Parlez-moi un peu de votre background. Vous êtes aussi compositeur, je crois. Oui. Bon, j'ai un background un petit peu particulier. Je suis rentré au conservatoire en alto, en violon alto. J'ai amené la trompette, ce qui fait que j'avais 2 instruments principaux au conservatoire. Et puis par la suite, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait une maîtrise en composition à l'Université de Montréal. Puis j'ai profité de la pandémie à tour de bras. J'ai été me chercher, étant donné que je dirige les chœurs, j'ai été me chercher une autre maîtrise, mais en direction chorale. Et je pense que le jour où tu arrêtes d'être curieux, t'es mort. Puis ce qui était important pour moi, c'est que j'ai les outils nécessaires pour permettre aux choristes de progresser puis d'avoir du plaisir aussi. Et comment on parle de progression dans une chorale comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on va progresser? La précision rythmique, la précision mélodique, la précision harmonique. C'est vraiment d'avoir un tout. Pas d'entendre différentes voix individuelles, mais d'entendre vraiment tout d'un coup un ensemble qui est fondu, puis qui a une personnalité, puis qui a une direction. Cette notion d'une seule voix, en fait, à quel point est-ce que c'est difficile à atteindre? C'est comme n'importe quoi, c'est que le temps. C'est que le temps. C'est sûr que les talents individuels vont être importants, mais à un moment donné, il faut que ces talents-là fusionnent pour ne faire qu'une seule voix. Ça veut dire que si tu entends les altos chanter une mélodie, tu vas entendre une ligne. Tu n'entends pas différentes voix, tu entends vraiment une seule voix. Puis quand tout le groupe chante, de sentir cette force-là, cet élan-là, où tout le monde est au diapason, c'est le cas de le dire, c'est quelque chose de vraiment le fun. On a de nos jours beaucoup de musique autour de nous. Tout le monde a des playlists, etc. Mais est-ce qu'on connaît la musique? Je pense que tout le monde connaît son type de musique, son genre de musique qu'il affectionne. Puis il va bien connaître ce segment-là, mais il y a tellement de segments musicaux que tu ne peux pas tout connaître. C'est impossible. Alors, à un moment donné, je pense que le répertoire, ce qu'on essaie d'offrir à notre public et à nos choristes, parce qu'il faut que ça aide des deux côtés, c'est il y a des pièces qui sont connues, d'autres qui ont, je dirais, un plaisir énorme à être découvertes, ces pièces-là. Fait qu'à un moment donné, c'est de faire une balance, un équilibre entre ces deux choses-là. Noël, c'est quand même un temps spécial de l'année pour plusieurs d'entre nous. Il y a beaucoup de gens qui affectionnent beaucoup le temps des fêtes et certaines de nos chansons nous atteignent droit au cœur. Qu'est-ce qui fait qu'une belle chanson de Noël? C'est quoi la définition de ça? En général, bon, il faut mélodiquement que ça soit accrocheur puis qu'on s'en rappelle, mais la musique traditionnelle a une force, c'est la répétition. On les a entendus quand on était jeune, on les a entendus tout le temps, toute notre vie. Et la répétition fait que des pièces vont avoir une résonance particulière parce que ça nous rattache à des souvenirs. Alors, c'est probablement ça qui fait que la musique traditionnelle a autant d'impact. Est-ce que vous avez une chanson de Noël préférée? Non. Ouais, les pièces, il faut que ce soit des belles pièces. Eh bien, ça peut-être juste pour être diplomate, peut-être? Non, c'est qu'à un moment donné, on voit tellement de belles choses. Je pense que ce serait un petit peu présomptueux de dire qu'une est la meilleure ou la plus belle. Il y en a tellement. J'ai pas dit la meilleure ou la plus belle. J'ai dit celle qui... Ma préférée? Non, j'en ai aucune de préférée. Moi, dès que ça me touche, ça me touche. Et donc, quelle pièce vous touche? Il y en a beaucoup. Là, tu veux une liste? Ah, mon Dieu. Je ne sais pas. Écoute, ça dépend toujours des circonstances.
non, c'est ça. Je vous taquine un peu avec ça. Mais en tout cas, M. Louis Babin, merci beaucoup de participer à cette entrevue et on vous souhaite beaucoup de succès avec la chorale qui va avoir lieu, comme il l'a bien dit, le 1er décembre à 16h à l'église de Saint-Jovite. Je rencontre maintenant Mme Carole Paris, qui est la présidente du Chœur Tremblant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à vous aussi dans notre endroit de répétition. Alors, le Chœur Tremblant a été désigné trésor culturel de la ville de Mont-Tremblant. Il existe depuis 30 ans. Parlez-moi de son historique. Oui, je vais vous en parler. Évidemment que je n'étais pas là à l'époque. Quoi qu'on a une de nos choristes qui y était et qui chante encore avec nous. Mais cette année, oui, on fête les 30 ans d'existence du Chœur Tremblant. Et l'histoire est que il y avait un groupe de personnes à Saint-Jovite dans le temps. On appelait Mont-Tremblant le secteur village de Saint-Jovite. Il y avait un groupe de personnes qui souhaitaient se regrouper et chanter ensemble. Alors, ils ont demandé l'aide du professeur de musique à l'époque de la Polyvalente, ici, à Tremblant, M. Normand Provost, s'il accepterait de les diriger musicalement, ce qu'il a fait. Alors, c'est comme ça qu'a commencé, en fait, les activités de chant dans la région, dans un groupe formé officieusement, mais qui se rencontrait toutes les semaines. Et puis, à un certain moment donné, ils ont fait un petit concert pour leurs amis à la chapelle de la station Mont-Tremblant. Vous savez, la petite chapelle? Ils ont adoré leur expérience. Alors, ils se sont dit, bien, on aimerait ça, faire des concerts plus souvent. Donc, ils ont demandé à M. Provost à l'époque s'il accepterait de le faire. Et puis, lui, il n'avait pas vraiment le temps à consacrer, parce que c'est quand même, préparer un concert, c'est quand même plus que faire des répétitions une fois par semaine. Alors, malheureusement, il a dû refuser la demande qui leur a été faite. Et les choristes étaient bien désolés de ça, mais il y a une personne dans le groupe qui connaissait une dame qui avait une formation en musique et qui enseignait le chant, du nom de Mme Lorraine Descaries. Alors, ils ont approché Mme Descaries pour lui demander si elle accepterait de diriger leur chorale. Ce qu'elle a accepté. Donc, Mme Descaries est entrée comme directrice du Chœur Tremblant en 1997. Et c'est à ce moment-là aussi que le nom du Chœur Tremblant ainsi que son logo sont arrivés dans l'histoire de la chorale. Donc, Madame Descaries a donc commencé à enseigner et elle avait introduit aussi les exercices de voix, le réchauffement des voix avant la chorale. Alors, c'était un petit peu plus poussé que ce qu'ils faisaient auparavant. Et ils ont fait leur premier concert, en fait. Ils ont tenu leur premier concert à l'été 98, alors sous la direction de Madame Descaries. Et par la suite, bon, il y a eu le concert de Noël, etc. Alors, ça a continué pendant quelques années, jusqu'en... il y a eu un changement, en fait, en 2007, où est-ce que M. Michel Brousseau est venu prendre la direction de la chorale du Chœur Tremblant. Puis à ce moment-là, M. Brousseau dirigeait déjà 3 autres chorales. Donc, l'objectif était un peu de greffer la chorale du Chœur Tremblant à ces 3 autres chorales-là. Et chacun faisait chaque chorale avait leur propre entité, faisait leur propre répétition. Mais lorsque venait le temps de faire les concerts, ça regroupait les 4 chorales
Donc, à ce moment-là, nous, par contre, la chorale du Cœur Tremblant, il n'y avait pas beaucoup de choristes, mais quand on se regroupait avec les autres, on était parfois 150 choristes sur scène. Ce qui faisait quelque chose d'un peu plus puissant. C'était quelque chose d'un peu plus puissant. Et puis aussi, il dirigeait aussi l'Orchestre philharmonique du Nouveau Monde. Alors, il venait avec l'orchestre. Alors, c'était beaucoup de musiciens. Alors, c'était très gros. Et ça, M. Brousseau, il a été avec le Cœur Tremblant jusqu'en 2020. En 2020, bien, vous savez qu'on a vécu une situation particulière, hein, la COVID-19 qui nous est arrivée. Et on a dû, comme bien des organisations, se mettre en arrêt. On ne pouvait plus poursuivre nos répétitions. Et nous, ici, au Cœur Tremblant, nous avions décidé à ce moment-là de se mettre en pause complètement. Il y en a qui faisaient des répétitions virtuellement, mais ça collait moins à nos besoins, à nos valeurs. Donc, on a décidé de se mettre en pause en attendant que les choses reviennent à la normale. Alors, finalement, ce qui s'est produit, c'est que ça n'entrait pas vraiment dans ce que M. Brousseau souhaitait. Lui, il voulait poursuivre. Donc, finalement, bon, il a donné sa démission, il est parti. Et nous, on a trouvé un remplaçant à M. Brousseau, donc M. Louis Babin, qui est maintenant notre directeur musical depuis ce temps-là. Et à l'époque, il nous avait dit, M. Babin, je comprends la notion de la COVID et tout, et puis on était quand même limité, il fallait respecter quand même ce que le gouvernement demandait. Donc, on ne pouvait pas reprendre. Il dit, mais je suis là, puis quand vous serez prêt à recommencer, vous me le direz, on ira d'avant. Enfin, donc, M. Babin est là depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Vous êtes combien de choristes maintenant? Ah! Je peux dire fièrement maintenant qu'on a atteint le chiffre de la 50aine de choristes. Lorsqu'on a commencé en 2020 avec M. Babin, c'était sensiblement le même groupe qui était là avant le départ de M. Brousseau, sensiblement. On était 18 choristes, 16 ou 18 choristes. Donc, depuis ce temps-là, donc depuis 2020, depuis 2021, notre premier concert, on l'a fait en 2021, on est rendu maintenant à 50. Alors, on est très, très contents. Est-ce qu'il vous en faut d'autres? C'est-à-dire que, est-ce que des gens qui seraient peut-être intéressés, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de venir vous voir pour chanter? On accueille encore les personnes. C'est très, très important pour nous de permettre aux gens, de la population, en fait, de Mont-Tremblant et des environs, de pouvoir se joindre à notre chorale. On a voulu, dès le départ, là, depuis l'arrivée de M. Babin, de la rendre très accessible, tant de par notre répertoire, de par le type de concert qu'on voulait produire. Donc, la réponse est oui. On a encore un peu de place. C'est sûr qu'il y en a qui viennent pour une session, parfois pour toutes sortes de raisons, ne reviennent pas la session d'après. Alors, il y a quand même un peu un va-et-vient, mais je pense qu'on est encore capable d'en prendre. Si quelqu'un voulait se joindre à la chorale ou passer une audition, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment ils s'y prennent? Bien, la première des choses, c'est qu'ils peuvent aller sur notre site web. Nous avons, le Cœur Tremblant, un site web, et il y a un onglet où est-ce que c'est marqué « Inscription ». Alors, ils peuvent aller sur cet onglet-là, compléter l'information. Ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est de nous écrire. On a une adresse courriel, info@commercial-coeurtremblant.com. Tout simplement un courriel nous disant qu'ils aimeraient se joindre à la chorale. C'est moi qui reçois là, les demandes, c'est moi qui prend connaissance là, des demandes qui rentrent. Et puis, à ce moment-là, on organise une audition pour la personne qui le souhaite. Alors, on a 2 auditions par année, une au début de chacune des sessions. Alors, cette année, ça va être... la prochaine est en janvier 2025. Et après ça, ça va à septembre pour l'audition de la session d'automne. Alors, donc, je communique avec ces gens-là, puis on leur donne l'information sur la date, toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour eux. Et par la suite, on les cédule là, pour une journée et une heure précise. Et normalement, vous faites quoi? 2 concerts par année? Oui.
Habituellement, on fait 2 concerts par année, ce dont on est très fiers parce que dans les dernières années, c'était plus difficile compte tenu du type d'œuvre qu'on apprenait. Maintenant, on a 2 répertoires. Alors, on a un répertoire pour la saison de l'automne et un répertoire pour la saison du printemps. Donc, on fait un concert début décembre et un concert fin mai, habituellement. Et est-ce que c'est de la musique classique, la musique populaire ou un mélange? Bien, c'est un peu de tout. Alors, dès le départ, nous étions une musique à caractère, je pense que je peux dire entièrement classique, même de musique sacrée. Mais on a voulu un peu élargir le répertoire compte tenu de ce que l'on entendait, des gens qui souhaitaient venir chanter et aussi des gens qui venaient voir nos concerts. Donc, on essaie d'avoir un pourcentage de 60% de musique classique, proprement classique, et le 40%, ça va de la musique contemporaine et de la musique parfois là, de nos auteurs québécois. Alors, ça varie, oui. Et comment vous faites pour choisir? Vous avez un comité où tout le monde lève la main. Comment on choisit ce qui va être présenté en concert? Ça, on est très chanceux. Parce que notre directeur musical, M. Babin, dès le départ, nous avait dit qu'il était ouvert à ce qu'on lui propose des pièces pour nos programmes de concert. Donc, on forme un petit comité musical. Alors, on demande aux choristes qui sont intéressés s'ils veulent participer. Et aussi, les choristes peuvent suggérer des pièces. Même s'ils ne font pas partie du comité, ils peuvent aller sur notre site web. On a une zone choriste. Et il y a un endroit où ils peuvent indiquer les informations sur des pièces qu'ils souhaiteraient que l'on chante. Alors, ils complètent ça, ça rentre dans un fichier. Et lorsque le comité musical est prêt à opérer, à fonctionner pour faire la sélection pour le prochain programme, ils regardent toutes les pièces qui sont entrées, ils font une évaluation, puis ils en arrivent à un consensus pour pouvoir par la suite recommander à M. Babin quelles seraient les pièces que l'on souhaiterait chanter par ordre de voix les plus populaires, ce que je pourrais dire. Parfait, merci. Alors, je parlais avec Mme Carole Paris, la présidente du Chœur Tremblant, et je vous rappelle que le concert de Noël du Chœur Tremblant a lieu le 1er décembre à 16h à l'église de Saint-Jovite. Ici Daniel Drolet. Dans la cage, mais nous, c'est fini, c'est jamais